Ça me fait vraiment un énorme plaisir d'être parmi vous. Qu'est-ce que vous êtes beau, qu'est-ce que vous êtes magnifique. Alors, ces derniers temps, je prends le risque de me faire expulser par ma femme suissesse parce que je suis souvent comme un nomade un peu partout. J'étais à Bruxelles, à London, Strasbourg, j'en passe des meilleurs, et puis on va aller à Ghana le 14 juin en Autriche. J'aimerais d'abord vous passer 2-3 communications avant de passer à la moulinette, monsieur Bouchir, pour Habibna Ghana, Zredo. J'en viens, soyez patients. Hein? Il ne faut juste pas les laisser partir, on les surveille. Alors, bougez pas. Alors, ce qui se passe, c'est que je vois parmi nous, c'est-à-dire dans chaque Algérien, quand je discute avec vous, je découvre qu'en chacun, il y a quelque chose d'exceptionnel. Pour que la modestie, quand je compare par rapport au peuple américain aux États-Unis, tous les 6 mois j'y vais, et non pas à nos qualités. Le dernier parle pour moi 2 langues, c'est incroyable, voire 3 diplômés. Même chez diplômés, il a des idées, ainsi de suite. Et c'est ça ce qu'il nous faut. Actuellement, ce qu'on est en train de faire, on vous regarde depuis la Suisse, surtout ici à Paris. Et je vois mes amis à San Francisco qui vous regardent, qui vous écoutent. En Autriche également. C'est une communauté à peu près d'une centaine d'Algériens en Autriche. Allah Ibarak, ils ont quand même lancé une pétition pour essayer d'obtenir le prix Nobel pour le peuple algérien. Ouais, on ne le mérite pas, on le mérite. Voilà. J'aimerais qu'on les applaudisse même ici à ce moment-là. C'est très touchant. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est organisé en collectif mondial d'Algériens. On s'en fout si cet Algérien ou cette Algérienne a un diplôme, ou un douche diplôme, ou un diplôme. Ce qu'on veut, c'est juste un peu de patriotisme, parce qu'on doit être là. Il y a des gens qui sont morts pour cela, nous n'avons pas le droit de les trahir. Et puis il y a des jeunes qui attendent de nous, il y en a des choses, on n'a pas non plus le droit de les laisser tomber. Ça, c'est vraiment important. On a créé le collectif Ada Mondial en échange entre nous. Au départ, bien sûr, c'est une vraie tchaklala magistrale, parce qu'on n'a pas la bière. 60 ans, on n'a pas parlé. On essaie de se parler sur Messenger. Franchement, ça donne une cacophonie. Mais adieu. Il y a celui. Et puis les sujets sont nombreux. Mais on apprend, c'est-à-dire à se respecter, il y a ce consensus, cet amour du pays, on sent qu'on est tous animés par la même volonté, c'est d'être là. J'ai envie de vous proposer une chose concrète. À côté de vos professions respectives, rajoutez une deuxième profession, Haraki. Il va me corriger, il va me dire Haraki, moi je vous propose, deuxième profession, Haraki, s'il vous plaît. Regarde, on est tous des Haraki ici. C'est vraiment très important et c'est vraiment mon inscription. Je viens de faire maintenant. Quelle est votre profession? La marque Haraki. Je l'assume. Ça, c'est vraiment important. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une action que nous avons entreprise en Suisse. On a déposé une plainte contre le clan Bouteflika. Là, c'est vraiment énorme. On a des femmes handicapées qui touchent 4000 dinars. Et puis, on voit des gens qui se sont achetés des hôtels. Je vois que vous avez déjà deviné de qui je parle. Ils ont acheté des hôtels à Barcelone pour 60 millions. Est-ce que vous voulez que je cite le nom? Il n'y a pas besoin. Je pense qu'on le sait déjà tous. Et j'en passe. On a Allélo. Allélo. Et il ne mérite même pas Allélo, parce que c'est un diminutif million, et puis je ne rien de million sur ce personnage. Oulala. Et puis, je trouve que c'est une véritable calamité et puis une insulte pour ce peuple, pour cette jeunesse, de venir le spolier de cette façon. Et puis, il a un point où il une sorte de qualité, une valeur sociale. Plus il est sadak, plus il est khda, plus il est hka, plus il a l'impression d'avoir un statut social. On en est arrivé à ce point-là. Et puis, donc il fallait vraiment entreprendre des actions. Quel est l'effet? 2 effets positifs. Avec le jeune, il ne faut pas oublier que c'est aussi des Algériens, des Algériennes. Quand il entend qu'en Europe, un avocat algérien
qui, normalement, c'est-à-dire il n'a rien à espérer de l'Algérie, mais quand même, qui dépose une plainte, ça lui donne envie de continuer à Hirak. Ça, c'est vraiment le premier effet. Le deuxième effet, celui qui n'a pas de foin dans son ventre, il n'a rien à craindre. Il m'a de mais il khaf. Donc, les dérines de Draham, que ce soit en Suisse ou là en France, il faudra qu'on le dise, au Luxembourg, ou peu importe, à London aussi, puisqu'il y a aussi des familles de politiciens Ghana Dérine. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils voient qu'il y a quelqu'un qui essaye de faire quelque chose, ça lui donne envie, ça lui donne du sens, ou un sens supplémentaire à ce qu'il est en train de faire en Algérie. Nous avons, alhamdoulilah, tous ici la conscience tranquille, du moins je l'espère. Et puis eux, franchement, les Sarakhina, donc, ils ne vont jamais avoir la conscience tranquille. Ils vont se dire, il y a des cinglés apparemment en Europe qui essayent de traquer nos biens, même illicitement acquis, mais pour eux, dans leur tête, c'est vraiment leur bien, alors que c'est le bien du peuple algérien, et c'est très important qu'on soit solidaire. Et puis, qu'est-ce que ça a donné comme effet? Avec le temps, maintenant, je reçois pas mal de dossiers. J'en reçois des dossiers, il y a ceux qui ne sont pas très pertinents, mais il y a aussi pas mal qui sont pertinents. Ce qui est extraordinaire, je les reçois même depuis l'Algérie, je reçois des dossiers et c'est vraiment très important que je vous communique cela. Et puis nous sommes en train de constituer des dossiers, nous avons été également approchés par des ONG et nous contrôlons justement la fiabilité de ces ONG qui sont de droit suisse et qui nous donnent un coup de main pour pouvoir aller bien en avant parce qu'ils ont des spécialistes en investigation. Il y a aussi des journalistes suisses, également c'est des journalistes d'investigation qui nous donnent également un coup de main. Et puis on a repéré des maisons, des villas, des sociétés, ainsi de suite. C'est des sociétés écrans, c'est vraiment des sociétés bidons qui ont été constituées spécialement en Suisse pour pouvoir justement sortir les fonds illicitement depuis l'Algérie. On connaît leur système parce qu'ils gonflent les factures, ainsi de suite. Voilà le deuxième point sur lequel je voulais intervenir. À cela s'ajoute également, je crois que chaque être humain sur Terre, et ça c'est l'avocat qui parle, chaque être humain digne, honnête, loyal, il a le droit de vivre dans une société respectée, dans une société démocratique. Ça veut dire quoi? Nous avons ici une responsabilité, pas uniquement vis-à-vis de la jeunesse algérienne, mais vis-à-vis de chaque être humain sur Terre. Wallahi al-Adim, je reçois même des témoignages de Tanzanie, de Malaisie, parce qu'ils ont également des ministres qui les ont spoliés, ils ont acheté des immeubles à London. Donc notre Hirak, il ne va pas uniquement, c'est-à-dire dans l'intérêt de l'Algérie, donc ce n'est pas une question algérienne, mais c'est vraiment une question de toute l'humanité. Et je suis convaincu que beaucoup de gens nous regardent, beaucoup de gens essayent de faire la même chose de ce que nous sommes en train de faire. Je reçois des témoignages de Tunisiens, de Marocains, d'Irakiens et de partout au monde. Les gens, ils essaient de s'inspirer de ce qu'on est en train de faire. Et pour moi, c'est très important que nous portions ce message, pas uniquement pour le peuple algérien, certes c'est une priorité, mais également pour toute l'humanité. Et j'espère qu'on y arrivera, en tout cas en restant tous unis, solidaires, khawa khawa, silmiya silmiya. Maintenant, je viens aux deux questions que j'avais préparées. La première, j'essaie de raccourcir, mais voilà, tu es avocat, donc tu veux comprendre. Okay. Alors, la première, j'ai posé la question à plusieurs psychiatres pour essayer de me rassurer, mais le problème, c'est qu'eux, ils étaient encore plus angoissés que moi. Donc, franchement, ce n'est pas désespoir, je reviens vers vous, je dois vous poser cette question. Vous qui avez fait 24 ans, 25 ans, reporter, c'était sur des terrains où il y avait des guerres, ainsi de suite, j'aimerais que vous me rassuriez, si je peux le dire comme ça, mais pas pour rentrer, si je peux le dire comme ça, dans un esprit de pitié, si je peux le dire comme ça. Notre peuple, il a besoin vraiment d'être rassuré que nous n'allons pas nous faire voler ce Hirak. À chaque fois, il note combien de fois j'ai fait faux. C'est-à-dire, j'espère, est-ce que vous pouvez nous rassurer qu'ils ne vont pas nous voler ce Hirak, parce que Gaïd Saleh,
plus il parle, plus ça m'énerve de l'écouter, je ne vous le cache pas. Et puis on voit, quand il fait son discours, il a le doigt, il a peur de louper la ligne de son... Et puis il semblerait qu'il a ordonné que le paragraphe ne dépasse pas 3 lignes. Comme ça, il ne va pas se perdre. Et puis il a toujours le doigt. Donc le temps qu'il lève les yeux, il fait son discours, puis il reprend ses lignes. Et puis c'est une honte qu'un type pareil puisse porter la voix du peuple algérien qui est très digne et très fier. J'aimerais vous nous rassurer. La deuxième question, Khoya Ben Cheikh, j'adore cette question, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'égalité homme-femme? Franchement, sans notage, voilà. لازم نضربكم فيها الشتاء. لازم نضربكم الشتاء ولا لا. Non, mais sincèrement, du fond du cœur, qu'est-ce qu'on fait? Je suis vraiment désolé parce que vous êtes un peu le symbole intellectuel de ce que nous avons vécu depuis pendant les dernières années. J'admire, j'apprécie vos idées, mais on a quand même besoin d'être rassuré. Qu'est-ce qu'on fait pour l'égalité homme-femme, sachant par exemple 70%, je vais me taire, attends. 70% des juges en Algérie sont des femmes. Merci. Alors, j'espère ne pas vous décevoir. Je n'ai rien pour rassurer les Algériens, parce que rassurer, c'est parfois une affaire de démagogue. Donc, ce qui se passe, c'est quelque chose de très important, d'inattendu, de miraculeux, mais de très grave en même temps. C'est un tournant énorme dans l'histoire de l'Algérie. Nul ne peut dire quel sort, quelle tournure cela peut prendre. Pourquoi? Parce que l'histoire enseigne que pour sortir d'un système tyrannique, pour aller vers un système de liberté, c'est extrêmement compliqué. Regardez, l'Union soviétique, elle renverse le tsar et elle fait un régime abominable pendant 80 ans. Il y a 30 ans, la Russie sortie de l'Union soviétique, elle patauge encore de là. Regardez les Tunisiens, ils ont des structures démocratiques, mais le pays est totalement dysfonctionnel et en panne. Donc, les Algériens viennent d'un régime qui, pendant 57 ans, les a traités comme des sujets et pas comme des citoyens. N'a pas gouverné. Je pense qu'une des choses les plus terrifiantes en Algérie, dont on ne parle jamais, c'est l'incompétence. Parce qu'avec l'incompétence, même si on a de bonnes intentions, on fait des désastres. Et avant ce régime, il y avait la colonisation, et avant la colonisation française, il y avait les Turcs, qui étaient des brigands, et pas autre chose. Est-ce qu'ils ont construit autre chose que leurs maisons, qui sont les maisons de la Caspienne? Donc, le pays revient de loin. Et passer avec ce passif, ce vécu à une société démocratique, à un État, à une démocratie parlementaire, prendra au moins une génération. Donc, l'Algérie doit être une école de patience. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a que de l'action, il n'y a pas de désespoir. Et le désespoir, c'est l'inaction. Autre constant de l'histoire universelle, tout marasme dans un pays, tout désordre dans un pays crée ses profiteurs. C'est-à-dire que la situation lamentable de l'Algérie, comme celle de la Somalie, est une situation idéale par des gens qui vivent de ça. Donc ces gens-là, quand ça crée des intérêts, qu'ils s'étoffent, que ça dure très longtemps, ces gens vont se battre pour le maintien du marasme comme s'il s'agissait de défendre leur vie. Qui plus est, s'ils ont accès au rouage de l'État, ils pourront perpétuer le marasme. C'est pour ça que je dis que c'est un monde très très délicat. Il faut essayer de privilégier au maximum une tradition que nous n'avons jamais eue dans l'histoire algérienne. Jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire la négociation. Écouter l'autre en admettant qu'il puisse parfois avoir raison contre nous. La concertation.
la négociation, le compromis. Ce sont des choses, on le voit par exemple dans cette situation aujourd'hui en Algérie, ni le régime n'a cette culture, ni la population qui manifeste n'a cette culture. La population manifeste en disant Tnahawga, et le régime parle à travers un chef d'état-major dans une caserne face à des officiers en uniforme. C'est-à-dire chacun parle à la cantonade à l'autre. Personne ne va à la télé, par exemple, un responsable du gouvernement peut aller à la télé et dire ceci, mes chers compatriotes. Voilà, on est dans une situation terrible. Faisons quelque chose, négocions, discutons. Plus on implique d'Algériens, et mieux ce sera. Pourquoi cette incapacité à s'adresser à l'autre, tout simplement? On a l'impression que les tenants du pouvoir se comportent comme si ce qui se passait dans la rue ne les concernait pas. Le président ne parle pas, le Premier ministre ne parle pas, ne disent rien à leur peuple qui manifeste tous les vendredis sous leurs fenêtres. Ça veut dire qu'il y a une absence totale de sens de l'État, de culture démocratique, de ce que c'est que la concertation, la négociation, le compromis. Il faut apprendre pour construire et une société civile et une société politique. Et ça prendra au minimum une génération. C'est pour ça qu'il faut être très, 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 très patient. Et certainement des gens de mon âge ne verront jamais cette Algérie prospère et démocratique. Merci. Je tiens ma question, hein. Je le surveille. Alors, mon cher Seyed, je vais dire quelque chose en arabe et je vais le traduire pour Mélanie ou pour d'autres. Je comprends un peu. En arabe classique, il est dit Khata'un sha'i'un khayrun min sawabin majhoul. Donc le fait de continuer à dire hirak et que c'est compris par tous, il vaut mieux que de venir rectifier en disant harak alors que ça n'est pas dit. Simplement, la rigueur m'avait recommandé tout à l'heure à expliquer que harak vient de haraka, le mouvement. Exact. Donc c'est avec un ha, ce n'est pas avec un hi. C'est tout. Mais si on souhaite tous que ce soit hirak, on continue. La question n'est pas là. Donc, et donc l'adage que j'ai dit pour Mélanie, c'est qu'il vaut mieux une erreur connue que quelque chose de juste mais qui reste méconnu. Bien. Alors maintenant la question. J'ai quelques secondes d'hésitation pour répondre. Soit le sujet est si crucial, si fondamental, qu'on ne peut pas le déflorer par quelques minutes comme ça, parce que sincèrement et fondamentalement, je pense que c'est un enjeu de civilisation et que c'est au cœur du projet démocratique. Cette égalité foncière, ontologique, fondamentale, foncière entre les êtres, par-delà le genre, donc homme-femme, mais aussi l'égalité, l'égale dignité des êtres humains, aussi par-delà les orientations métaphysiques, par-delà les options confessionnelles ou pas. Mais revenons à ce qui nous intéresse, c'est l'égalité homme-femme. D'abord, si je reviens simplement à notre fameuse constitution, j'y vois quelques incohérences. La femme algérienne, comme citoyenne, peut briguer la magistrature suprême. Elle peut être, en théorie, nommée ambassadeur. Je peux féminiser ou ambassadrice. Donc, elle peut être même dans l'état-major. Mais si elle doit se marier ou si elle doit accomplir le pèlerinage, il lui faut un tuteur. Quelle idiotie, quel non-sens total. Je ne peux pas l'accepter. Est-ce que vous voyez-vous, la présidente de la République, en théorie, qui a envie de se marier, parce qu'admettons qu'on a élu une célibataire, ou qu'elle est divorcée entre-temps, si elle a envie de se remarier, il lui faut un tuteur, ce n'est pas sérieux. Un minimum, j'allais dire, de bon sens et de décence. Donc ça, ce sont les incohérences de la dite Constitution, ce qui sous-entend qu'une Constitution comme loi fondamentale est une œuvre humaine, que l'œuvre humaine est toujours perfectible. Et les plus belles symphonies restent inachevées, donc c'est pour ça qu'il faut aller toujours de l'avant. Alors, philosophiquement, oui, je fais mienne la parole attribuée à André Malraux, si tant est qu'il lui dit aussi clairement à propos de l'option spirituelle de notre siècle ou pas, le 21e siècle
je pense pour ma part, sera féminin ou ne sera pas. C'est-à-dire qu'il finira par être, par connaître, par consacrer l'égalité entre les hommes et les femmes, parce qu'on ne peut pas accepter le statut infrahumain dévolu aux femmes, à UX, dans certaines contrées, où ceci heurte notre conscience. Deuxièmement, je fais mienne aussi cette belle citation de Rainer Maria Rilke, quand il s'adressait à un jeune poète, Xaver Capus, en lui disant à propos de la femme qu'habite une vie plus spontanée, plus mûre et plus proche de l'humain que l'homme, ce mâle prétentieux et impatient qui ignore la valeur de ce qu'il croit aimer parce qu'il ne tient pas à la vie comme la femme par le fruit de ses entrailles. Tant que nous autres humains, hommes de vie, ne connaissant pas la valeur de la vie, parce que nous ne la tenons pas dans nos entrailles, il n'y a aucune raison pour que nous puissions nous permettre d'avoir ce regard hautain, condescendant vis-à-vis de la femme. Ceci est inacceptable, encore une fois. Alors, pour finir, parce que tu auras su mon engagement comme être humain pour cette cause d'égalité ontologique entre les êtres. Il faut aussi qu'elle se traduise dans l'égalité juridique. Je m'adresse donc à l'avocat et aux juristes. C'est que si les hommes ont fait l'histoire, là, la femme fera l'humanité. Et ça me paraît aussi de la plus haute importance. Il se trouve aussi que si nous avons déféré ou dévolu aux femmes la gestion des affaires de l'humanité, nous aurions eu moins de dégâts, parce que nous avons vu ce que ça a été avec les hommes, avec elles, on ne le sait pas encore, mais nous pensons, je pense, qu'il y aurait eu moins de désastres. Il y a, me semble-t-il, une intuition, une prédisposition qu'ont les femmes, alors que les hommes ne l'ont pas. Et je finis, et je l'espère pour l'Algérie en tout cas, pour qu'elle devienne de ce point de vue-là une sorte de modèle identificatoire, en disant qu'une société ne s'humanise que si elle se féminise. Et il faut qu'elle se féminise davantage. Et dans ces instances de transition dont on nous parle, je pense que ça serait un signal fort si ces instances-là sont faites à parité. En tout cas, en laissant place à la compétence, en faisant. Voilà un exemple. Il y a un exemple qu'il ne faut pas faire, c'est de. Voilà, ou un contre-exemple. Donc, je ne lui en veux pas parce que c'est une femme, je ne lui en veux pas parce qu'elle est stupide. C'est tout. Voilà. Voilà ma réponse, c'est la HMI. Bon, maintenant, ça reste toujours soumis à débat.